Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré avec un nouveau numéro des Back Issues spécial VF. Back Issues, c'est votre revue de sortie comics avec des albums que l'ami Corentin ici présent et moi-même, bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Donc je disais l'ami Corentin ici présent et moi-même avons lu et puis on va tout simplement vous dire ce qu'on en a pensé. Pourquoi faisons-nous ça ? Une équipe de scientifiques est en train de se pencher sur la question et ils ne sont... Parce qu'on a un ego démesuré. Exactement. Voilà, on est des hommes blancs de 30 ans, barbus. Mais du coup, le monde doit savoir ce qu'on pense. Effectivement, voilà. En tout cas, l'idée simplement de vous parler de lectures récentes généralement, mais vous pouvez écouter le podcast à peu près n'importe quand, puisque ces avis resteront a priori gravés dans la roche, comme le disait SNIPER. Et la bonne référence. Ça, j'aime bien. Ça c'est bien. Ça. Je suis content. Bien. Je suis content que tu aies apprécié cette référence. D'ailleurs, les Corneilles ont apprécié aussi. Tu regardes. C'est vrai, parce que là, nous enregistrons. Ouais, ça tue, frère. Nous enregistrons ce podcast effectivement en extérieur, donc vous risquez d'entendre des bruits d'oiseaux et des bruits de gamins clairement en train de faire mais il fait beau. Leur activité extrascolaire pour se dépenser un petit peu, c'est bien. Corentin, nous allons commencer avec des sorties justement d'un éditeur dont on a commencé à parler plus récemment dans les front pages avec certaines annonces de leur sortie, c'est Vestron qui donc est un éditeur indépendant, un petit éditeur indépendant sans jugement de valeur sur la taille, puisque vous savez très bien que ce n'est pas la taille qui compte, on vous le répète depuis le collège, avec donc des titres. Alors Vestron, souvent c'est beaucoup de titres de licence, surtout ils font des comics Transformers, ils font des comics Terminator, Alien aussi, ils ont édité quelques très bonnes sorties Alien d'ailleurs, ils vont faire notamment les Power Rangers à partir de cet été, donc nous on commence tout petit à petit à prendre le train en route et à vous parler aussi de certaines sorties un peu atypiques. Et justement la première sortie dont Corentin tu vas nous parler, ça s'appelle Aleister et Hitler, et vu que tu es complètement c'est Aleister et Adolf. Ah pardon Berthe. C'est pas Alistair et Hitler, oui, c'est Aleister et Adolf. Aleister et Adolf, pardon. Excuse-moi, je l'avais mal noté, mais justement qui parle donc de Aleister Crowley et de Adolf Hitler. Et puisque tu es un grand fan d'obscurance, c'est ça. Très bien les deux mecs, je crois. De magie occulte, et que tu es quand même assez obsessionnel sur mes origines alsaciennes, et bien c'était un ouvrage tout trouvé pour toi, surtout que c'est quand même. Alors j'ai plus le nom du scénariste, que tu vas me rappeler. Non. D'accord. Je vais le retrouver tout de suite. Continue à parler pendant ce temps. Mais surtout, ça fait vraiment très préparer cette émission. Ça fait plaisir. Nos auditeurs sont là en train de dire qu'est-ce que c'est que ce niveau qualitatif. En tout cas, c'est illustré par Michael Avon. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est un peu le gros du truc à retenir. Oui, parce que c'est une bête d'artiste, tout simplement. Et donc, c'est tout en noir et blanc. Donc c'est avec comme tous les comics de Vestron. Donc c'est un format souple. Il ne s'en fait plus trop d'ailleurs, c'est vraiment pas du tout la norme aujourd'hui maintenant dans le comics en France, donc format en souple, un format un petit peu petit, d'ailleurs on reviendra un peu sur cette question après. Et donc Aleister et Adolf, de quoi ça parle? Douglas Rushkoff. Voilà, merci. Alors ça parle, ça étudie, c'est un petit peu du Hellboy on va dire dans l'esprit, mais qui aurait croisé un peu la route des œuvres de Grant Morrison sur l'occultisme, ou de Alan Moore en particulier, tout ce qui est de l'ordre du vraiment l'impression d'être dans Jurassic Park, sauf que du coup les dinosaures ont des plumes. Il y a beaucoup trop de ne te laisse pas perturber par les oiseaux, puisque ça perturbe aussi notre auditoire. Donc en résumé, c'est c'est un double récit en chassé, c'est-à-dire que il y a un mec qui bosse dans le présent sur un logo pour une entreprise, qui va en fait apercevoir qu'il y a un problème avec le logo, qui va du coup aller mener l'enquête, on va dire, pour savoir quelle est l'origine du logo de la boîte, et quelqu'un va lui raconter ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque où la boîte a été fondée, entre guillemets. Et en l'occurrence, cette boîte, du coup, forcément, renvoie au nazisme, renvoie au contre-espionnage contre les Allemands, et précisément à une participation de Aleister Crowley à la Seconde Guerre mondiale, à l'effort de guerre pour essayer de décoder un petit peu les plans des nazis, qui était une des priorités de l'époque, avec la fameuse machine de Turing, les premiers services d'espionnage un petit peu internationaux comme ça. Donc évidemment, là, c'est très fantasmé, c'est très romancé. Il est difficile de savoir si les nazis étaient vraiment des occultistes. Parce que grosso modo, là, la théorie que pose le bouquin, c'est que les nazis étaient fans de l'œuvre de Crowley, de la religion qu'il avait montée, avec le Aeon of Horus, etc. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais grosso modo, c'est une religion un petit peu qui croise du satanisme, de l'hédonisme, de l'astrologie, de la cartomancie, etc. Donc c'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer de plus
rudimentaire dans la magie vraiment concrète des symboles et des rituels et un peu de drogue aussi. C'est pour ça que t'évoques Hellboy aussi, puisque par rapport à voilà cette pratique de la magie que le nazisme faisait pour invoquer le diable sur Terre, sauf qu'il se retrouve avec voilà, ce qui est un fantasme total. Je veux dire, à part Himmler, a priori, la plupart des nazis n'étaient pas du tout fans d'occultisme, étaient plus dans une sorte de théorie politique très concrète et terre à terre. Donc là, effectivement, c'est vrai que le scénario désarçonne très vite, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'hallucinations, beaucoup de fantasmes, des scènes de sexe assez gore, assez tantriques. C'est pour adultes. C'est pour adultes, effectivement, et c'est amusant de voir Von Homing illustrer ça, parce que Von Homing, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est l'artiste de Powers évidemment, qui a réussi pour adultes, mais c'est un mec qui a un style justement un peu cartoony. Un peu Ty Templeton, un peu timien, un peu cookien aussi. Un peu cartoon en soi. Oui, c'est ce que j'ai dit, je crois. J'ai dit cartoony, je crois, non? Ouais, cartoon. D'accord. Bah, cartoony, du coup, c'est cartoon. Oui. Et c'est l'adjectif. C'est bien, merci de me reprendre. Mais du coup, ouais, non, c'est intéressant comme lecture. C'est pas forcément. Moi, je dirais à la limite, si vous voulez lire des nazis et de l'occulte, elle est plutôt vers Hellboy. Par contre, là, effectivement, le côté noir et blanc, le côté assez généreux des planches. Et puis cet angle un petit peu plus historique qui pose la question en fait de qu'est-ce qui est vrai en fait qu'est-ce qui est vrai dans le fantasme qu'on a pu poser sur les nazis ou sur Aleister Crowley lui-même qui a inspiré beaucoup de théories un peu bizarres ou même changé un peu l'image qu'on avait de la magie entre le 19e et le 20e siècle. En l'occurrence, lui-même a inspiré justement, comme on l'a dit, l'œuvre d'Alan Moore, mais aussi de Neil Gaiman, qui le mentionne dans Sandman, de Grant Morrison évidemment, qui est le pratiquant de la magie du chaos. Donc c'est quand même une référence assez connue et qui justement, je pense, pour Rushkoff, aller chercher Crowley et justement ce côté très fantasmé de la magie, comment dirais-je, un petit peu noire, croisée avec l'époque des nazis, fait que on retrouve beaucoup de référents communs à l'imaginaire des comics, ce qui fait que du coup ça peut intéresser plein de gens, en plus d'avoir un très bon dessinateur. Encore une fois, je dis c'est pas un immanquable, hein, mais c'est même très particulier comme objet, comme produit. C'est cool de voir que ça arrive en France. Après, on pourra se poser la question du format. Effectivement, tu as dit, c'est un peu petit. Même si le côté floppy, du coup, donne à l'objet une sorte de charge un petit peu rare, tu vois. C'est un petit peu le machin que tu espérais sous le manteau à une époque, tu vois, vu le côté un peu profanateur du scénario. Donc non, moi, j'ai plutôt bien kiffé, j'avoue. Et j'aime bien voir ce Von Homing qui donne un peu dans l'horreur érotique et qui est très, très à l'aise là-dedans. Ouais, ça fait un changement, en fait, vraiment par rapport à ce que tu as l'habitude de voir. Et c'est vrai que c'est le genre de comics indé pour le coup. En fait que tu apprécies d'avoir en France, parce que même par rapport au catalogue de façon générale de l'éditeur, tu vois, qui est quand même plus sur, voilà, on a dit Transformers, Terminator, Alien, des choses assez bien connues, bah là tu le vois un petit peu s'écarter de certains sentiers battus. Ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu confidentiel en fait, mais qui mérite du coup qu'on se penche dessus. Oui. Okay. Tout à fait. Très bien. Après, il reste forcément aussi la question du prix, parce que du coup, c'est disponible donc chez Vestron pour 17,95 €. Et en fait, je pense que c'est le plus grand, alors je vais pas dire défaut, mais plutôt le point d'amélioration possible, en fait, c'est parce que c'est vendu à un même prix qu'un cartonné, sauf que c'est du souple. Donc, et en plus, c'est un format qui est un peu plus petit que le format comics habituel que vous trouvez, c'est-à-dire chez les Panini, Urban, Delcourt, Bliss iComics et tout cela. Donc c'est peut-être sûrement ce point-là qui fait que peut-être des lecteurs en fait franchiront pas le pas par rapport au reste de l'offre. Donc je ne sais pas si donc c'est Fred Weta qui gère ça. Je ne sais pas s'il nous écoutera un jour ou pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer de ce point de vue là sur l'accessibilité tarifaire, sachant que bien entendu faire du comics en couleur, tout ça, il y a des coûts de production. Il y a tout un travail derrière qui fait que les prix peuvent pas non plus aller le plus bas possible, surtout quand tu as une petite structure éditoriale. Donc ça après sera sûrement. Alors là c'est du noir et blanc. Hein. Oui, en plus pour le coup, j'allais dire couleur, mais parce que j'anticipais déjà en fait le prochain qu'on abordait aussi, qui est également de chez Vestron, puisque ça s'appelle Terminator le jour d'après. C'est écrit par Ron Fortier et surtout c'est dessiné par un bonhomme qui s'appelle comment? Qui s'appelle Alex Ross. Et même à l'époque, c'était signé Alexander Ross, puisque c'était pas encore le Alex Ross. Enfin, tu dis d'ailleurs dessiné, c'est peint déjà, puisque Ross n'a jamais dessiné vraiment, il a toujours peint. Alors voilà, pourquoi on s'intéresse, c'est parce que c'est le premier travail en planche intérieure d'Alex Ross, donc à ses débuts, qui avait 19 ans, tu m'as dit? Tout à fait. Quand il a fait ça, et donc Alex Ross, c'est Alex Ross, quoi. Comment le compenser? Kingdom Come, Justice, Surfx,
C'est Justice, effectivement. C'est Marvel. Les variantes que vous connaissez bien. C'est des toiles exposées dans l'hôtel de Disney, l'hôtel Marvel de Disneyland. Voilà, c'est le peintre des comics, le Norman Rockwell des super-héros, qui est donc un gamin qui a commencé assez jeune, en fait, puisque Ross a toujours été fan, en fait, de bande dessinée. Il a toujours cherché à aller vers la bande dessinée. Et à 19 ans, donc, il sort de son école d'art, où il a passé 3 ans à étudier la peinture, à étudier Dali, à étudier l'ultra-réalisme, comme il appelle ça. Et là, il trouve du boulot dans une agence de publicité, mais ça l'intéresse pas. Il commence déjà à s'intéresser à d'autres formats, notamment il va prendre des piges d'illustration sur un jeu vidéo qui s'appelait Runaway, non pas Runaway, un truc comme ça, enfin un jeu vidéo vraiment assez rétro des années 80, Shadow, quelque chose, bref. Et à l'époque, justement, il y a une boîte qui se monte, qui est un peu comme Vestron aujourd'hui, qui justement fait beaucoup de comics de licence, qui s'appelle Now. Donc Now Comics, qui sera plus tard Now Entertainment. Ça va pas durer hyper longtemps, ça va durer une dizaine d'années. C'est donc à Chicago. Et eux vont récupérer effectivement les comics Transformers à l'époque, Terminator à l'époque où ça vient juste de se monter, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le premier Terminator, en fait, vient de sortir. Du coup, il y a un imaginaire riche à développer avec. Mais il n'y a pas encore eu Terminator 2, il n'y a pas encore eu le T-1000, il n'y a pas encore eu Edward Furlong. Donc on est vraiment sur la base il va y avoir une guerre avec des robots dans le futur. Point. Et, mais tout restait encore à faire. Exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un comics qui est assez bizarre à relire aujourd'hui parce qu'il est vraiment très années 80. C'est limite, t'entends la musique de Blood Dragon derrière, tu vois. Donc c'est l'histoire de Bear, qui est donc John Connor dans le futur, qui mène la charge contre les machines avec ses copains humains. Alors on voit au début, c'est un peu compliqué. Il est déprimé, il veut se tirer une balle dans la tête. Finalement, non. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Ils vont défourailler du robot, les robots vont les défourailler et ils vont faire comme dans Matrix 3 une sorte de charge contre la base principale pour attirer l'attention des machines pendant qu'ils vont aller attaquer le CPU, enfin le truc principal, etc. Donc c'est un truc que tu as déjà vu dans plein de films de science-fiction avec des robots, qui consiste à dire grosso modo voilà, la base n'est pas défendue. Même Star Wars, hein, je veux dire. Enfin, du coup, c'est un truc que tu as maintenant beaucoup vu et qui peut-être à l'époque était moins vu forcément quand tu le remets dans le contexte d'époque. Voilà. Mais donc non, mais c'est vrai, c'est vrai que ça arrive aujourd'hui en France. Mais faut bien prendre aussi toujours le contexte cette écrit, ce qui avait été fait avant et ce qui était fait en 30 ans depuis dans le registre de la science-fiction et particulièrement aussi sur la licence Terminator. Oui, cela étant, je suis pas persuadé que ce soit quand même un excellent comics en termes de scénario. Non. C'est quand même assez mal écrit. Enfin, les dialogues souvent ont ni queue ni tête. Tu vois qu'on est dans une sorte pareille de comics de commande en fait, de franchise. Le scénariste lui-même avait dit à l'époque, j'en trouve son nom, avait dit à l'époque que justement lui il voulait pas au départ faire de la science-fiction. Et il a fait il le met dans la préface en fait, il explique dans la préface. Ouais. Il a fait toute une série Terminator en fait avant de faire celle-ci, donc une Terminator encore une fois qui imagine du coup un monde sans Terminator 2, donc sans le côté rationnel, terre à terre, etc. où vraiment on peut tout imaginer sur ce futur qu'on a quand même très peu vu. Donc là, évidemment, très spéculatif. Il y a par exemple Terminator qui sont vraiment calqués sur le physique de Schwarzenegger. C'est-à-dire qu'ils ont tous des lunettes de soleil, des fringues en cuir, des gros biscottos, etc. Les Terminators eux-mêmes, du coup, ont des corps humains. Alors que non, ça sert à rien. Les Terminators ont des corps humains parce qu'on les envoie dans le passé pour s'infiltrer. Les vrais Terminators, c'est des squelettes de métal, tu vois. Là, c'est pareil. Il y a une sorte de personnage à la Cindy Crawford. Voilà, une sorte de Terminator sexy, on va dire, qui a tous les stéréotypes des années 80 sur les meufs sexy, tu vois. Donc, bien les lèvres pulpeuses, la ceinture avec des pointes et tout, tu vois, qui va empaler un mec sur sa ceinture avec des pointes pour le tuer, donc en bougeant le bassin, tu vois, donc, le truc vraiment bien oui, c'est connoté un peu, ouais. Bien années 80, on va dire, bien série B, bien nana. Mais dans l'ensemble, si tu veux, voilà, tu retiens quand même les planches de Ross, qui pour 19 ans, bon, c'est pas encore évidemment le Ross, c'est pas Kingdom Come, c'est sûr, mais c'est impressionnant pour il a quand même déjà, il a quand même déjà un vrai niveau. À l'époque, il travaillait donc encore dans la publicité, donc il avait 2 boulots. Il faisait 35 heures, et après le soir il rentrait et il peignait. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Le mec à 19 ans déjà nous éclatait, toi et moi. En termes de productivité, ouais. Sauf qu'en plus, il faisait des trucs beaux, quoi. Exactement. Et donc, c'est vrai que moi, j'avoue, pour 18 €, je pense que j'y vais pas. Mais si on est fan de Terminator, si on est curieux de cette période, comme il y a des fans en fait de, tu sais, des comics Star Wars, des débuts entre le 4 et le 5 où vraiment il y avait des lapins de l'espace, des nanas en bikini, t'avais du War Check-in d'ailleurs à l'époque, truc vraiment un peu absurde qui collait pas du tout avec le reste de la saga. Là c'est un peu le cas aussi, c'est-à-dire que si vous êtes fan de Terminator 1 précisément, du 1, et que vous avez envie de vous faire un petit trip comme ça à la Blood Dragon, dans des environnements très très violets avec des rayons laser bleus, avec des quadrillages de vert sur noir et tout, vraiment le truc le plus esthétique, tu vois, c'est du 80s porn entre guillemets, et que vous aimez Alex Ross,
et que voilà, évidemment le scénario je dis qu'il est mauvais, mais il est pas non plus abject, tu vois, c'est juste que c'est un taf de commande et ça se voit quoi. Mais grosso modo, Vestron est dans son rôle, grosso modo, enfin dans le côté comics de licence, ramène justement une rareté qui effectivement était, je crois, inédite en France, et probablement l'un des seuls trucs qui soit intéressant à lire sur Terminator de cette époque-là, parce que Alex Ross. Donc moi j'avoue, je trouve ça intéressant quoi. Enfin après je suis fan de Terminator aussi, tu vois. Ouais. Par contre, c'est pas du tout cohérent vraiment scénaristiquement avec le reste de la saga. Ouais, mais parce qu'elle a été développée par la suite. Voilà. Donc forcément, j'imagine que quand Cameron et tout ça, enfin, et quand c'est quoi, c'est la MGM qui développait Terminator après. Oui. Oui. Peut-être. Voilà, quand ils ont développé ensuite toutes les sagas et tout ça, j'imagine qu'ils se sont pas dit, faut absolument qu'on colle à ce comics, voilà, qui date de. Oui, non, je pense pas non plus. Vois, ils sont allés dans leur propre direction. Très bien. Donc voilà, deux titres sortis récemment chez Vestron, et on espère pouvoir vous parler prochainement de la suite, notamment du fameux Tortue Ninja Body Count, et aussi un Godzilla Rage Across Time là, qui ça c'est les deux dernières grosses sorties aussi, dont on espère pouvoir vous reparler dans les prochains Back Issues. Un petit point, oui. Non, mais je disais juste, c'est vrai que c'est intéressant quand même, parce que quand tu dis comics à licence, tu penses pas forcément justement à du Simon Bisley ou à du Alex Ross, tu vois. Et ça, on peut quand même reconnaître que on peut critiquer l'éditorial pour justement ses choix de format et de prix, mais comment dire, pour intéresser les gens, enfin les vrais fans de comics aux comics de licence, des œuvres comme ça, tu vois, c'est peut-être ce qui donne envie en fait de s'intéresser à cette catégorie un peu poubelle en général de l'édition de BD aux États-Unis. Ouais, et puis après, il y a un vrai public là-dessus, hein, ça on sait, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont, je veux dire, c'est vrai que des gens à peine plus âgés que nous, mais qui ont vraiment grandi avec ça, où ça a été vraiment leur vraie enfance. Nous, c'était déjà, on le regardait déjà avec un peu de recul, parce que c'était nos parents plutôt qui nous le montraient, je dirais. Mais il y en a d'autres à 10 ans avant, et qui ont vraiment pu vivre moi, je suis né l'année de Terminator 2. Donc effectivement, j'ai pas trop, c'est plus tard, tu vois. C'est ce que je veux dire, mais il y en a qui avaient 10 ans quand Terminator 2 est sorti, et pour eux c'est un vrai kiff de retrouver ces choses, quoi. Allez, je disais donc on fait un petit tour juste du côté de iComics avec une toute petite sortie, mais très intéressante néanmoins, sur la saga Lock and Key. On attend patiemment que le vrai tome 7 arrive pour avoir donc Impale, Battalions Go, puis aller vers le crossover avec l'univers de Sandman. Donc voilà, c'est vraiment toute cette partie du Golden Age de Lock and Key qui arrivera prochainement. À savoir aussi qu'il y a une intégrale qui est attendue pour septembre prochain, qui compilera les 6 tomes de la saga initiale, donc vraiment sur la fratrie Locke. Donc pour rappel, Lock and Key, qui a eu droit à son adaptation Netflix, c'est une saga horrifique et un peu merveilleuse de Joe Hill, le fils de Stephen King, et Gabriel Hernandez. Ouais. Walta, c'est l'autre. Oui, Gabriel Walta, c'est Jeff Lemire et sur Saint-Yard. Donc, et Gabriel Hernandez. C'est Gabriel Hernandez Walta, en fait, le H de Gabriel H. Walta. Ah, d'accord. C'est pour ça, c'est les deux Gabriel Hernandez. Mais non, parce que c'est Gabriel Rodriguez, voilà, pardon. Ma langue fourche. Okay. Je fourche langue. Harry Potter. Extraordinaire. Incroyable. On est dans du jeu de mots de qualité. Donc, que se passe-t-il à la base dans Lock and Key? En fait, tout simplement, on s'intéresse à la fratrie Locke. Donc, c'est Kinsey, Bode et je me rappelle plus du coup du grand frère, qui en fait retourne dans le manoir familial à Lovecraft. Voilà, c'est le nom de la ville, en référence bien entendu. Je me demande à quoi ça fait référence. Peut-être que ça fait référence à un célèbre auteur. Peut-être américain. Et donc dans cette demeure familiale, en fait, ils y trouvent refuge, puisque le père Locke s'est fait sauvagement assassiner. Et donc dans cette maison, ils vont découvrir des clés, des étranges clés qui ont des propriétés assez fascinantes à chaque fois qu'elles sont mises dans les serrures adéquates, et parfois des serrures qui se matérialisent là où elles ne devraient pas se faire, par exemple dans votre cou. Et donc voilà, des clés qui vous permettent de changer d'apparence, de changer de sexe, parfois des clés qui vous permettent de réparer des choses qui sont cassées, des clés qui vous permettent de rapetisser. Bref, voilà, il y a tout un tas de clés magiques qui sont disponibles, et bien entendu, dans ce récit-là, il y a un esprit très mal intentionné qui arrive, qui essaye de s'acoquiner avec la fratrie Locke, d'être leur pote, sauf que son but, c'est de récupérer une clé très spéciale qui permet d'ouvrir une porte vers une autre dimension, et grosso modo de faire venir des horreurs cosmiques sur Terre, quoi. Donc voilà, ça c'est le principe. Donc c'est en 6 tomes, c'est une très 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 bonne série de comics qu'on vous recommande. Donc on peut vous dire, allez foncer sur les 6 tomes déjà disponibles, sinon attendez un petit peu l'intégrale, ça vous permettra de les avoir à moindre coût, puisque c'est 6 fois
Bon, j'ai plus, c'est 6 fois 19 €, donc presque 120 pour avoir l'intégrale. Bah, ouais, c'est comme ça, c'est les prix. Alors que l'intégrale sera à 80 €, donc tu fais une économie de 40 €. Bref, là, toujours est-il que, en attendant le 7e tome, il y a un tome un petit peu d'entre-deux qui vient de sortir, qui s'appelle Lock and Key Solitaire. Et grosso modo, c'est une compilation, en fait, de petites d'histoires courtes qui avaient été publiées en VO chez IDW et, en fait, qui sont là, vraiment, qui se retrouvent dans un petit album. Donc, il y a une histoire où, par exemple, alors, qui se situe en plus dans une temporalité qui est pas celle forcément de la série principale, c'est-à-dire qu'il y a une des trois histoires, il y a vraiment trois histoires. Il y en a une qui s'intéresse à la fratrie Locke de nouveau et qui est très très courte en 5-6 planches et tout, et qui sert vraiment d'amusement. En fait, les histoires sont assez courtes dans leur ensemble. Mais il y en a une notamment en fait où en fait qui se situe dans le passé où en fait trois malfrats arrivent au manoir à Key House, du coup ça s'appelle, pour en fait grosso modo c'est un ancien employé de la mère de famille qui viennent de faire un casse, ils essaient de se réfugier chez elle et en même temps bah ils veulent du coup tirer les affaires de la famille et en même temps assouvir leur désir de mal un peu comment dire, dégueulasse quoi, grosso modo. Et donc la famille par contre elle est au courant bien entendu et utilise les clés qu'ils ont à leur disposition, et donc en plus il y a quelques clés inédites et tout ça. Donc en vrai c'est vraiment une petite nouvelle d'horreur limite dans le style vraiment Téléprix qui croyait prendre, ou avec inversement des forces et genre faites pas chier les Locke quoi, grosso modo, qui est mortel pour le coup. C'est l'histoire la plus longue d'ailleurs, et mais limite presque cette histoire-là justifierait en fait de prendre le bouquin, parce qu'elle est vraiment excellente. Mais les deux autres, la première c'est vraiment quelque chose de plus poétique, avec grosso modo, enfin je vais pas tout vous raconter, mais on parle d'une clé qui permet d'aller sur la lune, qui permet d'ouvrir la lune, qui est beaucoup plus poétique, un peu triste, vraiment, qui est vraiment dans un registre assez différent. Alors que la dernière histoire, qui est vraiment sur la fratrie Locke, est plus amusante en fait. C'est vraiment genre presque, ça pourrait presque être une sorte de, tu vois, un strip en trois cases avec une petite chute. Donc vraiment trois façons d'aborder cet univers et de le compléter un petit peu, d'enrichir le lore et juste de retrouver en fait ce concept de clé. C'est cette imagerie assez chouette, sachant que Gabriel Rodriguez c'est un bon dessinateur. Enfin moi personnellement je fais partie de ceux qui apprécient vraiment son style. Et à la fin en fait t'as pas mal de travaux de recherche, de croquis, de couverture, et même aussi en fait une sorte de carnet de photos, puisque en fait le lieu, si tu veux, la ville côtière, là où il y a Key House, tout ça en fait c'est inspiré vraiment d'une vraie côte aux États-Unis. Et donc en fait il y a un ensemble de carnets de photos en fait où Joe Hill, Rodriguez en fait sont allés à l'endroit pour faire des études, des recherches, et du coup c'est marrant de voir cette bonne tête de Joe Hill notamment, qui a vraiment des cheveux tout plats comme ça, qui lui tombent sur la tête avec une énorme barbe. Il a vraiment une tête de nounours un peu comme ça, je trouve ça trop marrant. Enfin bref, c'est cool, c'est plutôt cool d'avoir inclus ça, parce que ça permet vraiment juste d'avoir un petit rapport humain avec cette création. Et surtout du coup c'est un album cartonné, donc c'est pas très loin à lire, hein. Franchement c'est en une demi-heure, c'est assez vite expédié, mais pour le coup ils ont fait l'effort de le proposer au prix de 10,90 €. Donc pour un album cartonné normal, je trouve ça franchement super honnête par rapport au contenu, parce que par exemple tu vois, ne serait-ce que tu sais, le Walking Dead l'étranger qui était chez Delcourt là, qui est aussi un récit très court, il était à 13 €. Donc tu vois, c'est alors que grosso modo t'es quand même pas très assez proche en termes de pagination et de contenu. Donc pour le coup il y a vraiment un petit effort là qui a été fait sur Tu parles de celui avec Marcus Martin et c'est ça, ouais. Negan Returns, enfin Negan Leaves. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est assez court quand même, ouais. Ouais, c'était l'étranger. L'étranger, heureusement qu'ils avaient inclus le Negan Returns avec, parce qu'il était sorti entre temps. S'ils l'avaient pas fait, je sais pas si ça aurait été un peu rage quand même de payer 13 €. Mais là, pour le coup, franchement, pour 10 balles et quelques, je trouve que c'est vraiment un ajout qui est intéressant. Ça permet quand même d'avoir tout Lock and Key en France au final, parce que ça restait quand même des choses qui avaient pas été qui n'avaient pas été publiées tout simplement. Et donc en attendant le fameux tome 7 cet automne, je trouve que voilà, c'est un bel ajout à ajouter à faire à votre collection, sachant que le numéro Dog Days qui était prévu pour le FCBD, mais le FCBD France 2021 qui a été annulé, devrait être proposé quand même. Je pense qu'il me semble, de ce que Sylvain Rowe nous a dit,
on l'a communiqué sur un article écrit sur comicsblog.fr de toute façon, mais qu'il devrait être quand même proposé, alors d'une façon ou d'une autre, je sais pas, pour l'achat de 1 ou 2 tomes, pour l'achat du tome 1, du tome 7 par exemple, je ne sais pas comment ils le feront. En tout cas, ça permettra d'avoir vraiment tout Lock and Key en France, et vu que ça reste quand même une très bonne licence indépendante, malgré ce que Netflix en a fait, moi personnellement, je vous encourage à soutenir Lock and Key en comics. Corentin, c'est moi. On va retourner à toi aujourd'hui avec Texas Blood, qui est sorti aux éditions Delcourt et qui est le premier titre dessiné par Jacob Phillips, le fils de Sean Phillips, partenaire de crime de Dead Brubaker, donc et qui met déjà en couleur les dessins de son papa sur leurs dernières œuvres. Oui, absolument. Donc ils ont escamoté le That dans la version VF. Okay, c'est ça, ouais. Alors pour résumer, effectivement, donc Jacob Phillips, qui est donc bien effectivement le fils de Sean Phillips, immense artiste qui a fait une bonne partie de sa carrière aux côtés de Ed Brubaker. Tous deux, père et fils, sont fans de polar et de néo-noir, et ça se voit. Encore que, quelque part, Brubaker lui-même écrit plus du noir que du néo-noir en vérité, et là ça se voit justement au niveau du style et du ton. C'est-à-dire que le néo-noir, c'est une sorte de post-polar, on va dire, c'est-à-dire que ça reste du polar, ça reste de l'enquête, mais il y a un côté un peu plus désabusé, un peu plus violent. C'est-à-dire qu'on a oublié les flics et les cow-boys et les détectives en imperméable, et on passe à quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus sec, de beaucoup plus froid. C'est généralement des œuvres assez désespérées qui parlent parfois de société, mais en général plutôt d'une sorte de monde un peu à l'agonie. Là, effectivement, quoi que ça se passe, c'est fait donc bien au Texas, d'où le titre. On est plus vraiment sur un No Country for Old Men que sur un autre polar éventuellement que vous connaîtriez. Donc ça parle de Joe Bob, donc qui est le shérif. Juste, c'est écrit par Chris Condon. Oui, pardon, excuse-moi, c'est écrit par Chris Condon, qui est un mec qui fait justement beaucoup de polar. Et qui est un petit peu le grand pote de Jacob Phillips. C'est peut-être à terme, ce sera peut-être son Brubaker à lui, puisqu'ils ont aussi monté un Patreon où justement là ils font plus du détective classique. Donc là effectivement, voilà, j'en reviens, ça parle du shérif Joe Bob. Dans une ville en périphérie du grand état du Texas, près de la frontière, donc avec tous les codes que vous pouvez imaginer, et ça va justement un petit peu interroger ce qu'est le Texas contemporain, avec tout ce qu'il y a de fantômes, on va dire, de l'Amérique un petit peu d'autrefois, l'Amérique glorieuse, l'Amérique des cow-boys, l'Amérique des vaches, l'Amérique des grands espaces verts, des grandes prairies et compagnie. Là, donc, au départ, le numéro te fait croire que tu vas beaucoup suivre Joe Bob. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. En fait, tu suis un autre gars qui est le rejeton d'une fratrie, grosso modo, d'enfoirés. C'est-à-dire qu'il y avait 2 gamins dans ce village-là qui étaient en fait 2 beaux salauds. Et un jour, l'un des 2 frères a réussi à se barrer, est devenu auteur. Et il va finir par revenir parce que son frère s'est fait assassiner. Enfin, croit-il. Il sait pas si c'est un meurtre ou pas. Donc il revient et immédiatement il reconnecte avec son sang texan, justement son Texas Blood. Il retombe dans le chaos, dans l'abîme. C'est pas très bavard, honnêtement, c'est même pas beaucoup bavard, vu tout ce qui se dit. Alors j'ai pas exactement, il y a un truc qui est assez compliqué à traduire. Par exemple, c'est que pour convoquer un petit peu justement ce côté un peu rural et un peu sec du dialogue, Condon en VO écrit beaucoup le mot well, tu vois, pour dire well, ce qui veut dire à la fois bien, à la fois très bien, à la fois d'accord, à la fois bon, etc., etc. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus compliqué à adapter et on perd un petit peu, c'est le jeu après, voilà, c'est une œuvre très américaine, on perd un petit peu de cette espèce de gouaille spirituelle, on va dire, qui est convoquée, parce que il y a clairement une envie justement de ramener le Texas sur un plan spirituel, comme une sorte d'endroit où il resterait un petit peu de l'Amérique des débuts, de l'Amérique de la cruauté, de l'Amérique de la bestialité, de la sauvagerie. Et de ce côté, ouais, voilà, ce que tu peux voir dans les films ou dans les séries, tu sais, ou comme dans Scalp, tu vois, où est-ce que le côté prairie rose, tu vois, là, l'occurrence, le Texas, c'est prairie rose pour les blancs américains. Et c'est là encore là qui restent les sicous, les mecs qui se font des crasses entre eux, les truands du désert et tout. Donc c'est vraiment bien fait, c'est pas du tout expansif, c'est pas du tout une BD où tu vas regarder pour l'effet de style, pour le duel au soleil, ou même pour tout ce que peut mettre Brubaker dans ses séries, c'est-à-dire toute espèce de mythologie des gangsters qui se connaissent, qui ont tous des surnoms, etc. Là c'est sec, c'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout festif, c'est vraiment du néo-noir à l'ancienne. Et il y a un truc qui est intéressant parce que Jacob Phillips n'a pas le niveau de son père en termes de crayonné. Par contre, il se rattrape avec une sorte d'effet de colorisation. Parce que c'est intéressant de voir justement un coloriste au départ, parce qu'il est quand même plus coloriste de métier. S'attaquer à une BD originale où il n'a pas à reprendre les dessins de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, il cherche une esthétique différente avec des espèces de hachures, en fait, de stries,
qui font la colorisation pour toute la BD en fait, selon les ambiances. Alors ça peut être par effet, tu vois, genre quand le personnage sombre dans le chaos, tu vas avoir une strie noire derrière lui qui progresse, qui grossit. Quand il est vraiment juste dans une atmosphère de douche, par exemple, ou quoi, t'as juste des stries un peu colorées, un peu légères, un peu joyeuses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, entre guillemets, parce que c'est un truc que tu vois pas si souvent. C'est une espèce d'aplat justement de grands traits qui, du coup, servent aussi un petit peu à la fois à rendre ce monde très vide. Tu vois, c'est vide d'énergie, y a pas de vie en fait dans cet environnement-là. C'est vraiment un truc qui a l'air à l'abandon en fait. Tu vois, et justement le fait que ce soit pas des vrais aplats de couleurs, ça permet justement de porter cette espèce d'ambiance un petit peu austère, un petit peu aride, tu vois justement. Il y a aussi pas mal d'idées justement dans l'utilisation du sang, etc. Enfin, je pense que c'est une bonne BD de coloriste entre guillemets. C'est aussi un bon néo-noir. Le héros ressemble beaucoup à l'acteur au cowboy des frères Cohen. Tu vois comment il s'appelle déjà? Tu sais, le vieux moustachu de Big Lebowski, de In the Air et tout. Bref, ce mec génial. Et est vraiment aussi calqué sur Tommy Lee Jones, sur Trois Enterrements, sur No Country for Old Men et tout. Donc si vous êtes fan de ce genre de fiction-là, on va dire du vieux flic fatigué qui arrive lentement mais sûrement à 80 balais et qui a un peu tout vu, tout su et qui en a un peu marre de devoir essuyer le sang des autres, c'est vraiment une bonne BD. C'est pas au niveau du Brubaker Phillips. Je pense que si vous êtes vraiment plus dans cette niche-là, préférez d'abord un été cruel et Pulp qui sont sortis récemment que celui-là. Mais honnêtement, si vous vous intéressez justement à la nouvelle génération d'auteurs de polar que sont Chris Condon et Jacob Phillips, ça fait carrément le taf. Et moi personnellement, c'est vrai que j'ai un regard un peu, je pense, avec le temps, curieux pour la façon dont un dessinateur justement qui touche à la couleur peut essayer de se renouveler. Là vraiment, c'est quand tu mets les deux bout à bout, quand tu mets le travail de Jacob Phillips sur Criminal et sur Texas Blood côte à côte, c'est vraiment deux rendus différents. Et ça peut amener justement à se poser la question de qu'est-ce que la couleur amène au scénario, à l'ambiance, à l'énergie générale d'un texte. Donc voilà, c'est super cool. Et accessoirement, c'est aussi une série régulière. Là, ce n'est qu'un tome 1, c'est pas une série autocontenue. Il y aura une suite qui commence justement à arriver en VO. Donc on espère que ça sera peut-être une sorte de petite saga un peu dans le temps, comme Scalp a pu l'être, mais là, précisément sur des Babtou du Texas. Ok, très bien. Et donc, c'est disponible chez Delcourt pour la somme de 15,95 €. Et ben, ça, c'est une recommandation que l'on vous fait. Et puis, ouais, il faudra qu'on reparle de Un été cruel dans le prochain numéro, qui est un bien plus gros pavé de Brubaker et Phillips, que je pense qu'Corentin vous recommandera. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, beaucoup, clairement. Je vais vous en dire du bien. Voilà, allez, et donc on termine cette émission en abordant une sortie qui nous vient de l'éditeur Bliss Édition, retour à l'univers Valiant. La dernière fois qu'on vous en avait parlé, je crois que c'était sur Fallen World, qu'on s'était arrêté, on n'avait pas abordé leur sortie depuis quelques temps. Et donc là, on est dans le registre clairement du cosmique, de la science-fiction, pas trop hard SF non plus, on n'est pas du côté de Divinity ou de Eternity. On est dans un côté qui tendrait plus un petit peu vers à la fois le récit de super-héros façon un peu Gardien de la Galaxie. Donc ça s'appelle Psy Lords. C'est écrit par Fred Van Lente, à qui l'on devait notamment chez Bliss, en tout cas chez Valiant, Archer et Armstrong, la première série qui était de très 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 bonne qualité. Et donc là, il est avec Renato Guedes au dessin et Dave Sharp. Grosso modo, 4 personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent mystérieusement dans une prison spatiale avec une marque sur le front. Ils vont découvrir qu'ils ont des super pouvoirs, en tout cas des capacités très spéciales, puisqu'il n'y a pas vraiment de super héros en tant que tel dans l'univers Valiant à part Face, grosso modo. Et donc une voix dans leur tête leur dit qu'ils vont devoir retrouver les Psy Lords, les mystérieux Psy Lords, on ne sait pas ce que c'est, pour se sortir de cette situation. Et à partir de là, on va voir que les enjeux vont prendre une dimension un peu plus importante, avec grosso modo, de façon très classique, la survie de la Terre et du système solaire qui est menacé. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce récit? J'en ai pensé plein de choses. Ouais. Voilà. Eh bien, vas-y. Alors, grosso modo, on va dire que ça va très vite. C'est très bavard, ça bouge tout le temps. Ouais, c'est pas un moment donné où il s'arrête. Voilà, c'est pas un moment donné où il s'arrête pour faire le point et tout. Ce qui est assez curieux pour une série justement d'équipe et une série où les personnages ne se connaissent pas et doivent apprendre à travailler ensemble. Là, non, c'est très immédiat. On se rencontre, on s'aime bien, on se vanne, paf, on avance. Éventuellement, on se bastonne, éventuellement, on se dragouille, etc. Parce que c'est un titre en 8 numéros, donc il y avait aussi, voilà, il faut... Ils n'ont pas perdu de temps. Je suis pas très... Enfin, si, j'aime bien le dessin parce qu'il est créatif et il colle justement à cette espèce de côté, comme tu disais, un peu hard science
notamment avec la race des personnes, une autre race dans le récit qui ne sont pas les Psylords ni les héros. Et eux, par exemple, je trouve les designs intéressants. L'aspect des costumes est intéressant, l'aspect des visuels généraux sur les vaisseaux et la représentation de l'espace est intéressant. Il y a une bonne production design, on dirait. Il y a un bon production design. Par contre, c'est vrai que ce côté un peu Salvador Larroca, des visages très réalistes et limite calqués sur une photographie, tu vois, moi j'avoue que ça me gêne un peu. C'est Guedes, oui, il fait ça. Hein? C'est Renato Guedes qui a un style quand même une approche assez photoréaliste. C'est pas si c'est de la peinture, la façon qu'il y a de mettre en couleur aussi, mais il y a quelque chose de numérique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on peut être désarçonné. Après voilà, c'est du réalisme. Si vous êtes fan de réalisme en BD, si vous aimez justement, parce que je dis Salvador Larroca, mais il n'a pas inventé ce truc-là. Hein. Il y a d'autres mecs qui font ça très bien aussi. Si vous êtes fan de ce style-là, allez-y. Enfin, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, voilà, pour moi, c'est une sorte déjà de truc un peu Geoff Jonesien, on va dire, dans ce côté justement, il faut toujours que ça bouge, il faut toujours que ça dialogue, ça vanne tout le temps, dialogue mitraillette et tout. Les combats sont assez brefs, je trouve. Il y a une race de chats cosmiques. Et ça, par contre, c'est super intéressant parce que les chats cosmiques sans poils, bah, c'est une bonne idée, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Si vous nous écoutez, vous avez entendu chat cosmique sans poils, vous avez déjà envie d'acheter la BD. Et vous avez bien raison. Mais non, bah, tu vois, grosso modo, moi, qui connais rien à l'univers Valiant et ni aux Psylords en général, enfin, qui connaît rien, qui connaît pas suffisamment pour connaître cette partie-là de l'univers, j'avoue que j'ai trouvé ça, c'était un divertissement intéressant. C'est vraiment c'est une reprise d'un ancien concept du coup de l'ancien univers Valiant, mais que même moi titre personnage je connais pas. Du coup je suis pas allé rechercher du coup qu'est-ce qu'avait été le premier titre Psylords quoi. Tu vois justement comment ils ont accaparé aussi des idées du cosmique à la Marvel avec, comme tu dis, voilà, des divinités un petit peu de l'espace qui s'incarnent dans des personnages humains. Il y a un côté un petit peu grand ancien aussi avec ces espèces de dieux qu'on voudrait ressusciter, une espèce de grand traître qui lui aurait été frappé par des visions d'apocalypse et tout, qui là pour le coup est assez bien fait. Enfin, tu sais, le trio, enfin le trio qui devient un Uno. Ouais, enfin dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de bonnes idées. Ça se lit avec plaisir. Par contre, à mon avis, ça va pas au bout de ce que ça aurait pu être si justement ils s'étaient pris le temps entre guillemets de prendre leur temps. Ils avaient pu justement poser un peu les ambiances, s'accorder 3-4 pages de décompression plutôt que d'aller tout le temps vers la suite. Parce que là, quelque part, quand les révélations arrivent, tu sais que ça va pas durer longtemps parce que grosso modo, ça va être combat. Allez hop, péripétie, combat. Et c'est un problème qu'a souvent Fred Van Lente qui arrive pas à gérer son rythme en fait dans sa narration. Donc, moi j'ai envie de dire que pour du Valiant, enfin de ce que je comprends du Valiant contemporain, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, c'est probablement pas par là que moi je commencerais si je m'intéressais aux séries de Valiant. Non, c'est pas la porte. Disons que c'est une bonne porte d'entrée pour voir une autre partie de l'univers Valiant, et c'est aussi une bonne porte d'entrée dans le sens où il y a vraiment pas besoin d'avoir quoi que ce soit à comprendre du reste de cet univers. Après, oui, parce que c'est quand même assez, ça va très vite dans les concepts et ça prend pas trop non plus le temps de tout expliquer. C'est une série sur laquelle voilà, il faut vous dire que, enfin, du coup, un récit complet, du coup, puisque l'ouverture de la fin amène forcément une suite. Après, c'est le problème un petit peu, si tu veux, du Valiant des 2-3 dernières années, qui a du mal en fait à pouvoir construire des longues séries fleuves comme ils l'ont fait avec X-O Manowar, qui est la première ongoing, qui était quand même sur 50 numéros. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des choses comme ça. Par contre, ça raconte quelque chose. Il y a de l'idée visuellement. C'est assez fermé sur lui-même pour que tu n'aies vraiment pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. On voit X-O Manoir qui apparaît, grosso modo, c'est pas un spoil du tout hein, de le dire, mais voilà, ça c'est juste un petit peu pour faire voilà, c'est ça, c'est juste pour faire le lien, pour rappeler un petit peu qu'on est dans cette partie-là de l'univers Valiant. Mais sinon c'est presque un truc que vous pouvez prendre à part, un petit peu même comme Fallen World ou enfin Ura, tu vois, qui se situe dans le futur. Là on est vraiment dans les récits à la Eternity ou Divinity qui sont vraiment là, qui se déroulent vraiment qui sont presque un peu autocontenus dans le fait que ça se passe dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les autres personnages qui sont sur Terre. C'est un peu voilà leur propre enclave cosmique. Et donc ouais, avec quand même un travail sur les couleurs, un travail être un espace très coloré, très mis en avant de cette façon, qui est ma foi plutôt sympathique. Et puis pour le coup, là le tome simple, t'as l'intégralité du récit. Il est donc vendu 20€ chez Bis Édition. Ouais, je trouve que là par contre, je trouve que là ça c'est vaut le poids prix page, on va dire. Voilà, que là-dessus par contre on est sur un très bon rapport quantité-prix, et puis la qualité quand même plutôt cool. Je pense que les fans de Valiant, ceux qui veulent vraiment suivre tous, seront satisfaits.
Et sinon, faudra pousser quand même parmi les plus curieux pour aller vraiment, on va dire, spontanément là-dessus. Mais quand même un titre, voilà, si vous aimez ce genre de récit en science-fiction et que vous n'avez pas envie d'être pris complètement perdu parce qu'il y a plein de personnages que vous connaissez pas et qui interviennent comme dans les... c'est un peu le problème des grands univers partagés que sont chez DC ou Marvel. Et ben voilà, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Et donc on va terminer déjà ce Back Issues Corentin, un petit format cette fois-ci, voilà, même pas une heure, on est plus sur du 40 minutes, mais voilà, donc avec presque pas de super-héros et quasiment pas effectivement. On reparlera de super-héros bien entendu dans des prochains numéros, hein. On ne peut pas les éviter, ils viennent toujours à nous un moment ou à un autre, mais on espère en tout cas que ce Back Issues ça vous a plu, que ça vous a permis en tout cas de vous intéresser ou de titiller votre curiosité sur l'une ou l'autre sortie, en tout cas de prendre aussi en compte ces éditeurs qui proposent des titres en dehors de Marvel et DC. N'oubliez pas qu'il faut soutenir les éditeurs indépendants de façon générale pour pouvoir continuer d'avoir cette offre sur le marché français. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut!